merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très reconnaissant et ravi de me retrouver dans cette salle des actes de l'Université d'Aix. Alors, effectivement, cette conférence, elle est un peu bizarrement intitulée « Pourquoi faire ?» C'est vrai que c'est « Pourquoi faire de la philosophie du droit ?» dans les deux sens d'ailleurs, du pourquoi. On ne se poserait pas la question, sauf si on était encore des étudiants de deuxième année, la question de « Pourquoi faire du droit administratif ?» Bon. Ça veut dire que quand même, la philosophie du droit en elle-même traîne avec elle une certaine présomption quasiment irréfragable, pour utiliser le vocabulaire des juristes familiers ici, d'inutilité. Et donc, par définition, la question de son utilité, de sa finalité, est une question qui est pendante et qui a sa justification et qui explique, de fait, le pourquoi la philosophie du droit. Alors, d'abord, un mot d'ordre sémantique. Aujourd'hui, on fait une distinction très tranchée entre la philosophie du droit et la théorie du droit. Bon. Ce sont des termes que j'ai utilisés dans mon manuel, qui est vraiment un essai pédagogique. J'y reviendrai peut-être à la fin. Moi, je ne crois pas qu'il y ait véritablement une distinction à opérer, en tout cas, sauf lorsque j'ai fait référence à une des deux notions par rapport à des auteurs, je me suis affranchi de la distinction qu'on opère. Grosso modo, on opère quel type de distinction? La théorie du droit, c'est une science du droit, qui a une prétention donc de produire un discours scientifique sur un objet, qui est le droit, avec une posture de neutralité, neutralité du sujet par rapport à l'objet. Et puis de l'autre côté, on aurait la philosophie du droit qui correspondrait grosso modo à tout ce qu'on a produit avant l'avènement du positivisme, et notamment ses considérations épistémologiques. Donc on impute à la philosophie du droit ce qu'on impute à la philo, en fait, d'être une activité purement spéculative, d'accord, et donc subjective. Donc d'un côté, il y aurait... C'est un retour. D'un côté, il y aurait une activité spéculative et subjective, et de l'autre côté, il y aurait une activité théorique et scientifique et objective. Donc vous comprenez bien pourquoi, par définition, les auteurs, aujourd'hui, préfèrent utiliser le terme de théorie du droit, s'inscrivant ainsi dans la posture qui était celle de Kelsen. Kelsen a produit une théorie qu'il a appelée pure du droit, vous le savez, mais une théorie qui est une anti-philosophie du droit. Donc aujourd'hui, l'essentiel de la production, notamment en France, sur ce qu'on peut appeler la philo du droit au sens générique du terme, elle s'intitule théorie. Moi, je crois que la philosophie du droit, c'est une théorie du droit, mais au sens étymologique, c'est-à-dire c'est une façon de voir, et donc de ne pas voir, le droit, et donc une façon de le penser. Donc tout ça pour dire que derrière philosophie du droit, je ne mets pas ce que beaucoup de spécialistes de la discipline pourrait y mettre et y voir. Ce n'est pas une posture réfléchie, c'est vraiment la philosophie du droit dans à la fois une discipline constituée, et je pense que la distinction, elle est très marquée, c'est une discipline constituée avec ses auteurs, ses frontières, ses positionnements, et puis de l'autre côté, la philosophie du droit, c'est aussi une démarche réflexive. Et on peut faire de la philosophie du droit en tant que démarche sans s'inscrire dans un courant de la philosophie du droit comme discipline académique. Voilà. Donc, un manuel de philosophie du droit que j'ai essayé de composer avec cet a priori qu'ont les juristes sur la philo du droit, c'est-à-dire qu'on va tolérer des théoriciens ou des philosophes du droit, mais un peu comme les Indiens, dans des réserves, d'accord, bien délimitées, bien externalisées par rapport à la production véritablement des juristes, c'est-à-dire une production qui est structurée et ordonnée autour du droit positif. Bon, pourquoi un manuel de philosophie du droit? Je passe sur les considérations purement anecdotiques et qui font qu'il y a des relations qui se nouent avec un éditeur, et puis il y a une histoire de la construction d'un manuel. Tout ce que je voudrais dire, c'est que ce manuel, j'ai essayé de le composer en essayant de désacraliser la philosophie du droit. Et certainement, philosophie du droit comme discipline qui est porteuse de cette aura que peut avoir la philosophie, et notamment, paradoxalement, je dirais, chez les juristes. Il y a quand même l'idée que lorsqu'on s'intéresse ou qu'on fait de la philosophie du droit, il y a cette idée, je vais le dire de façon très littérale, on se la pète, quoi. Quand on fait de la philosophie du droit, on se la pète. Voilà. Et c'est pas vrai.
on ne se la pète pas. Mais on peut considérer, à tort ou à raison, et je vais y revenir, que la philosophie du droit est un prisme par lequel il est intéressant de regarder notre objet, le droit, et de produire un discours fondé sur ce regard. Donc il fallait désacraliser la philosophie du droit, non seulement comme discipline, mais aussi, j'y reviens, comme démarche réflexive. D'accord, désacraliser. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cohabiter des gens extrêmement sérieux, des Hans Kelsen, des Hart, des Bobbio, avec des personnages qu'on ne s'attend pas forcément à retrouver dans un manuel de philosophie du droit, c'est-à-dire Buzz L'éclair, les Shadocks, Michel Audiard. Bref, de montrer qu'on peut essayer de produire un écrit qui se veut un écrit sérieux de philosophie du droit, mais sans se prendre au sérieux. Et cette démarche-là, ça a été la mienne, elle est réussie ou elle n'est pas réussie, ça ne m'appartient pas, mais c'était une démarche qui me semblait nécessaire pour essayer de montrer justement, pour affiner, aiguiser un appétit de se tourner vers ce qu'on appelle la philosophie du droit. Je crois fondamentalement qu'au sein des juristes, la césure, elle ne se fait pas entre les juristes théoriciens et les juristes praticiens. Je l'ai longtemps cru, et c'est vrai que tout notre univers dans les facs de droit est structuré autour de ça. Regardez les exercices qu'on donne à nos étudiants. Il y a le cas pratique d'un côté, et puis il y a le cas théorique qu'on appelle la dissertation de l'autre. Notre univers mental est vraiment structuré autour de cette distinction pratique et théorie. Bon. Moi, je crois que la césure principale au sein des juristes n'est pas entre les théoriciens et les praticiens, elle se joue entre les juristes imaginatifs et les juristes qui ne le sont pas. Et l'imagination, la capacité à projeter, à concevoir des choses qui n'existent pas ou des choses qui pourraient exister, elle ne peut se faire qu'à travers une démarche réflexive dont participe, elle ne s'est réduite pas, mais dont participe la philosophie du droit. Si on s'accorde sur le fait que la philo, c'est quoi? C'est se demander pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. C'est-à-dire introduire la question du pourquoi dans nos démarches qui sont plutôt ordonnées autour de la question du comment. Donc, à partir de cette idée générale, l'imagination, c'est une qualité et une capacité qu'il faut alimenter, et on peut l'alimenter, pas seulement, bien sûr, mais on peut l'alimenter aussi à travers ce prisme de la philosophie. Et puis, plus fondamentalement, je pense qu'on se focalise trop dans l'enseignement. Là, je glisse un petit peu. Dans l'enseignement, on se focalise trop sur l'apprentissage de jurisprudence, qui sont bien souvent aussi rapidement obsolètes qu'elles sont oubliées par les étudiants. Et je pense qu'une façon d'enseigner le droit, elle doit se faire aussi à travers le chemin réflexif. J'avais publié, on a eu du mal d'ailleurs à vendre cette idée aux éditions LGDJ, on avait publié, l'Extinso, pardon, on avait publié avec Hervé de Godemar les grandes conclusions de la jurisprudence administrative. Rien à voir avec la philosophie du droit, mais c'est exactement la même démarche. Montrer aux étudiants que le droit administratif, il peut aussi s'appréhender à travers le raisonnement, qui aboutit à une solution plutôt que simplement se focaliser sur la solution, d'accord, qui, bien évidemment, doit être connue, mais évidemment, on participe davantage de la construction d'un esprit autonome et peut-être critique, ce qui reste quand même, in fine, en tout cas, telle est ma position, la finalité de l'université et notamment de la faculté de droit, d'accord. Pour construire cet esprit, il faut aussi l'introduire à des considérations qui ont produit une décision juridictionnelle, plutôt que se focaliser sur la décision juridictionnelle. Voilà. Donc, ce manuel de philo, il participe du même esprit, c'est-à-dire, dans l'introduction des grandes conclusions, j'avais cette formule, il faut privilégier la chair juridique à l'os juridictionnel pour appréhender les arrêts du Conseil d'État. Et bien là, c'est un petit peu la même façon. Il faut privilégier la réflexion philosophique sur simplement l'apprentissage du droit positif au sens le plus élémentaire du terme. Alors, l'utilité de la philosophie du droit, maintenant, si on vient sur cette question très spécifique. Pourquoi faire? Une fois qu'on a dit que ça ne sert à rien,
il est clair, ça j'en suis convaincu, que le prisme de l'utilité n'est pas pertinent pour appréhender la question de la philosophie en général et de la philosophie du droit en particulier. Ça j'en suis absolument convaincu, je l'enseigne désormais devant des Master 1, et je vois bien que ce cours, il suscite l'intérêt chez des étudiants, mais qui ont déjà un terrain qui est ouvert à la philosophie du droit. Donc je ne me fais aucune illusion sur le fait qu'un jour, les facultés de droit vont ouvrir une multitude de cours de théorie ou de philosophie du droit. En même temps, je pense que dans la formation d'un juriste imaginatif, c'est-à-dire qu'on peut devenir un juriste sans philosophie du droit, mais je crois qu'on ne peut pas devenir un juriste accompli, tel que moi, en tout cas, je l'entends, sans la philosophie du droit, en tout cas, ce qu'elle recouvre comme démarche réflexive. Alors l'utilité, évidemment, la philo du droit, c'est d'abord un questionnement sur l'essence du droit, sur l'objet, d'accord ? L'objet du droit en tant que tel, quel est-il ? Est-ce que c'est simplement un discours ? Est-ce que ce sont un ensemble de règles, etc. Bref, mais la philo du droit ne s'arrête pas là. Alors je me suis beaucoup interrogé pour savoir pourquoi les juristes, en fait, marginalisaient cette discipline. Voilà. Je ne suis pas sûr d'avoir trouvé la réponse qui s'impose, mais il y a différentes considérations qui permettent quand même d'expliquer pourquoi la philosophie du droit est une discipline complètement marginale. Je ne sais pas ce qu'il en est à Aix, alors peut-être qu'avec Xavier Magnon, la place de la théorie du droit, j'imagine, est plus marquée à Aix qu'elle n'est à Lyon, mais à Lyon, on m'a consenti, puisque désormais c'est moi qui dirige le Master 1, on m'a consenti une petite place. Hein. On a mis la philo du droit comme une matière optionnelle. Mais dans beaucoup d'universités, notamment aux États-Unis, la philo du droit ou la théorie du droit, ce que ça recouvre, on l'enseigne dès la première année. Dès la première année. Bon. Donc ça veut dire qu'il y a une réticence spécifiquement française sur la question de la philo du droit et de toute façon, de façon générique, il y a toutes les disciplines qu'on va appeler un peu ancillaires. Hein, sociologie juridique. Moi, par exemple, dans mon parcours, je n'ai jamais fait de sociologie juridique. Alors même que j'avais toujours été marqué, parce que mes enseignants me disaient le droit c'est un ensemble de règles qui va déterminer des comportements sociaux. Donc je me disais sociaux, tiens. Mais pas de sociologie juridique. Bon. Donc il y a un petit gap. Alors pourquoi il y a une marginalité de la philosophie du droit comme discipline constituée et comme enseignement? Je pense que là, Kelsen nous a fait beaucoup de mal. Là encore, j'ai fait une thèse sur le moment constituant aux États-Unis en 1787, ce qui m'a obligé à aller aux États-Unis, et je me suis rendu compte que Kelsen était un auteur, alors moi qui arrivais avec le totem, que je n'avais jamais lu, hein. Je n'avais jamais lu en début de thèse Kelsen, mais j'arrivais avec l'idée que Kelsen était le monstre mondial, internationalement reconnu, de la théorie du droit, et je me suis aperçu qu'aux États-Unis, personne ne le connaissait. Je me suis dit, ces gens-là sont bizarres. Ils sont très étonnants. Eh bien oui, c'est pas leur registre. Donc ça permettait aussi, c'est l'avantage de faire, non pas, je n'ai pas fait du droit comparé moi, mais du droit étranger, ça permet de mettre en relativité, évidemment, ce qu'on connaît, hein, ces postulats et parfois ces a priori. Kelsen a fait beaucoup de mal parce que précisément, il s'est focalisé en vérité sur des considérations d'ordre épistémologique et méthodologique, et il a délaissé une réflexion sur l'objet du droit. C'était pas son truc. Hein, je dis souvent à mes étudiants, Kelsen, c'était pas un juriste. Alors, il me regarde avec des yeux, mais c'était quoi? C'était un scientifique du droit. Voilà. Et il se réduit à ça. Et il est génial dans son ordre, avec ses limites, etc. Mais c'est un scientifique du droit. Donc ça veut dire qu'il a appauvri la conséquence de l'imprégnation kelsenienne de notre culture juridique, qui en même temps, à mon sens, historiquement, a été la culture qui lui a permis de dominer notre champ, parce qu'il y avait toujours eu dans notre culture juridique française une sorte d'amour de la norme. Hein, nous, on appelait ça le légicentrisme. Mais c'était ça. Et donc lui, il arrive et il dit à peu près la même chose. Et il nous formule une hiérarchie des normes qui ressemble déjà à ce qu'on a en stock chez nous, dans notre culture. Mais nous, on appelait ça la hiérarchie des organes. C'était Sieyès qui nous l'avait donné. Avec tout en haut, un pouvoir constituant. Et puis des pouvoirs constitués qui sont eux-mêmes hiérarchisés parce que la loi est la norme principale. Donc tout ça, ça cadrait bien. Et Kelsen a donc, à mon sens, eu ce succès en France, spécifiquement en France, parce qu'il y avait une culture juridique qui était de nature à pouvoir assimiler ce qu'il a produit. Mais en même temps, sa finalité scientifique a appauvri notre connaissance du droit
et nous a conduit à considérer qu'on ne peut devenir, et ça c'est le leitmotiv, on ne peut être un vrai juriste que si on se concentre sur le droit positif, et le droit tel qu'il est, d'accord? Après se pose évidemment la question de savoir où est le droit. Je ne vais pas vous le faire en chanson, où est le droit, mais il y a ça aussi derrière. Où est-ce qu'on le trouve, le droit? Et à partir de là, vous avez toutes les familles de positivisme. Il y a ceux qui vont dire il est dans les textes. Plutôt notre histoire, ce que j'ai appelé le positivisme légaliste. Le texte le loi. Puis il y a ceux qui vont dire il n'est pas dans les textes, il est dans le jeu interprétatif. D'accord? C'est les positivistes réalistes. Bref, en tout cas, Kelsen a appauvri notre connaissance du droit et surtout a fait du mal en ce sens qu'il nous a mis une frontière infranchissable qui détermine l'office du juriste. Le juriste, c'est celui qui s'occupe que du droit, d'accord, qui ne produit qu'un discours neutre sur ce droit, et ce droit, il ne peut être que le droit positif, qui est une formule usuelle, droit positif, mais purement tautologique en vérité, puisque le propre du positivisme, c'est de dire qu'il n'y a qu'un seul droit, c'est celui qui est produit par de la volonté humaine. Bon. Il y a donc une tension en France entre le droit et la philo. C'est vrai que quand vous regardez un petit peu les écrits des philosophes sur le droit, assez peu d'ailleurs de philosophes en France s'intéressent à la question juridique, étonnamment. Mais quand un philosophe parle de justice, par exemple, il parle de justice comme valeur, il lui met un J majuscule. Nous, quand on parle de justice, c'est avec la minuscule qui s'impose. Au mieux, on parle de l'institution. On ne parle donc pas de la même chose. On a une démarche très pragmatique, au sens élémentaire du terme. Le philosophe a une démarche, disons, d'absolu, spéculative et absolutiste, entre guillemets. De la même façon, la démarche du philosophe est contradictoire avec la démarche du juriste. Si on réfléchit, la démarche du philosophe, c'est d'interroger inlassablement les choses, et notamment tous les arguments. Il n'y a pas d'argument d'autorité en philosophie, c'est contradictoire. C'est oxymorique. Il ne peut pas y avoir d'argument d'autorité. Or, en droit, donc c'est la question du que sais-je, infini. Nous, en droit, le juriste, il n'est pas là pour se poser inlassablement des questions, mais il est là pour apporter des réponses. Et en ce sens, la prohibition du déni de justice pour les juristes est exactement le contraire de ce que sais-je qui s'ouvre infiniment à la démarche du philosophe. Donc il y a une forme de contradiction dans les deux démarches qui expliquent pourquoi les deux choses s'articulent difficilement. Utilité, j'ai dit. Utilité, donc, évidemment, d'ordre théorique. Il n'y a pas besoin de développer, il me semble, considérablement ce point. Le point qui est plus intéressant peut-être de développer, c'est l'utilité pratique. Alors là, on prend un risque. L'utilité pratique de la philosophie du droit. D'abord, la première utilité d'ordre pratique, c'est que pour pouvoir appliquer une règle de droit, il faut savoir ce qu'est une règle de droit. Ça veut dire que tout système juridique est fondé sur des a priori ou des constructions d'ordre théorique. Je prends un exemple récent parce que c'est une thématique qui n'a pas fini de finir d'ailleurs, je pense, ce qu'on appelle la soft law, le droit souple. Grosso modo, si on synthétise, le droit souple présuppose de répondre à la question de ce qu'est une norme juridique. On est tous d'accord, j'imagine. D'accord ? En même temps, on sent bien qu'il y a justement dans cette construction de cette expression droit souple quelque chose qui fonctionne mal. Parce qu'on va faire cohabiter deux notions qui semblent, en tout cas, au regard de nos schémas de pensée, relativement contradictoires. Le droit, d'un côté, c'est une règle fixe, d'accord, et puis la souplesse, donc on ne sait pas trop ce que c'est. Comment on va faire cohabiter ça? Pour répondre à la question de savoir si une règle de droit souple, une fois qu'on l'a catégorisée comme ça, peut faire l'objet d'un recours devant un juge, il faut bien qu'elle soit reconnue comme étant une règle de droit. De façon générique, on peut dire qu'on a 4 définitions de la normativité. Bon, une définition de contenu sera une règle juridique qui comporte tel ou tel contenu, hypothétiquement un contenu moral, mais un contenu spécifique. Donc une définition, disons, matérielle, substantielle de la norme. Est norme juridique, une règle qui contient tel ou tel contenu.
Deuxième définition, une définition qui s'adosse non plus au contenu, mais à la force qu'on prête à la règle. Est une règle juridique une règle qui a une force normative, une force déontique, vont dire certains auteurs. C'est-à-dire, c'est une règle qui va poser un ordre, une interdiction, une abstention, une action, bref, qui va avoir une force impérative. Pourquoi formelle? Parce que je ne peux pas faire la distinction, en fait, entre les règles morales et les règles juridiques. Donc, je ne peux définir une règle que dans son appartenance à un système. C'est ça, Kelsen. Je ne suis pas capable de distinguer la morale et le droit in fine, parce que l'essentiel des règles juridiques, en fait, reprennent des impératifs moraux. Je ne dois pas tuer mon voisin de droite, pas plus que je ne peux tuer mon voisin de gauche. Te voilà rassuré, Jean-François. Donc, ça veut dire que je ne vais pouvoir attribuer le qualificatif de norme pour lui, mais de règle juridique, qu'au regard de la place de cette règle dans un ensemble structuré, d'où l'approche est une règle juridique, une règle qui a été produite par des autorités compétentes, qui a sacrifié aux règles formelles et procédurales, etc. Vous connaissez tout ça mieux que moi. Quatrième démarche, et qui va être celle qui va être en fait reproduite par le Conseil d'État dans son arrêt Fervesta de 2016, une démarche qui va s'intéresser aux effets de la norme. Va être une norme juridique, une norme qui va être comprise comme étant telle par ses destinataires. Je ne m'intéresse pas au contenu. Par exemple, je regardais ça hier, parce que j'ai regardé la finale Djokovic, très intéressant, mais il y avait la pub et il y avait le petit message qu'on connaît tous, il faut manger 5 fruits, 5 légumes par jour. Et je me disais, ça peut devenir une règle juridique. Ce n'est pas une définition par le contenu, pas une définition par la force impérative, pas une définition par la forme, mais c'est une définition par l'effet que ça peut produire sur les destinataires de la règle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le droit souple, sa reconnaissance juridictionnelle, par exemple en 2016 avec l'arrêt Société Fervesta, 21 mars 2016, elle a été conditionnée par un effort qui a été fait par le Conseil d'État, non plus seulement à attribuer une définition strictement formelle, mais une définition qui est fondée aussi, une définition qu'on pourrait appeler intertextuelle, ça fait un peu savant, mais une définition sur les effets de la norme, pas le producteur de la norme, on déplace la focale. On ne s'intéresse pas aux organes de production, aux conditions de production, au contenu de la production, on s'intéresse aux effets possibles de cette production. Ça amène aussi, c'est exactement ce qui se passe par exemple pour le phénomène de la coutume. Le phénomène coutumier, c'est ça. C'est la possibilité pour les destinataires de considérer que telle règle, indépendamment de son qualificatif, peut être une règle juridique. Et vous savez bien qu'en France, par exemple en droit constitutionnel, on parle des coutumes constitutionnelles, mais l'essentiel de la doctrine considère que ce n'est pas vraiment des règles juridiques. Ce sont des règles pratiques qui peuvent être suivies ou non suivies, mais ce n'est pas des règles constitutionnelles au sens strict. De la même façon, ça m'avait toujours marqué quand je suivais les cours de droit administratif, j'ai jamais entendu parler de la coutume administrative. Donc je me disais, ça n'existe pas. Bon, un peu de réflexion permet de considérer que peut-être la coutume administrative, elle existe, mais simplement, elle n'est pas reconnue telle, elle n'est pas reconnue en tant que telle, parce que nos considérations théoriques qui sont à l'arrière-fond de nos représentations, écartent la possibilité même de la coutume. De la même façon pour la question de l'interprétation. Ce que j'ai essayé de faire dans ce manuel, je suis tributaire de deux types de critiques. En dehors de ceux qui vont me dire un manuel de philo, c'est gentil, ça ne mange pas de pain, mais tout ça ne participe pas véritablement à la connaissance du droit, etc. Bon, il y a deux types de critiques. La plus grande difficulté que j'ai eue, c'est d'articuler un propos qui soit pour moi satisfaisant entre la finalité pédagogique de la philo du droit, qui implique nécessairement une forme de simplification, d'accord, et la rigueur scientifique. On ne peut pas faire de la philo du droit si on n'a pas quand même une certaine exigence de rigueur. Alors je suis tributaire de deux types de critiques. Il y a ceux qui me disent c'est beaucoup trop compliqué. Voilà. Et ça commence dès l'avant-propos, c'est beaucoup trop compliqué, les étudiants ne comprendront rien. Bon. Et puis il y a ceux qui me disent c'est beaucoup trop simple. Voilà. Kelsen, c'est pas ça. Voilà. Ou Michel Tropper qui me dit vous n'avez pas compris le réalisme. Bon.
grosso modo. Je caricature, me dit beaucoup plus gentiment que ça, mais enfin, ça voulait dire il y a des choses à revoir. Alors c'est vrai que dans la présentation de l'interprétation, ma formule, c'est la question centrale de l'interprétation en droit, c'est la poule et l'œuf. C'est la poule et l'œuf. Est-ce que c'est la norme, la poule, qui fait l'œuf, qui fait l'interprétation, ou c'est l'interprétation, vous avez compris, qui fait la norme? Est-ce que c'est la poule qui fait l'œuf, ou c'est l'œuf qui fait la poule? L'interprétation, c'est un peu ça, pour moi, à tort ou à raison. Alors ça, c'est la version, on peut m'imputer ça, et je l'accepte tout à fait. C'est beaucoup trop simple de réduire la question de l'interprétation à ça. Reste que, dans mes limites personnelles, j'ai toujours pas vu ce qu'on pouvait produire de plus construit, qui appellerait enfin, qui écarterait cette présentation-là. Mais sur la question de l'interprétation, et de façon générale, ce qui m'a intéressé, c'est pas tellement ce que pensent les auteurs. Si on veut faire un manuel de philo du droit rigoureux, d'accord, hyper rigoureux, par exemple sur Kelsen, on doit distinguer à chaque fois le premier Kelsen, la première édition de la théorie pure du droit, et le second Kelsen, celui de la seconde édition de la théorie pure du droit, et puis le dernier Kelsen, celui qui est parti aux États-Unis, qui s'est confronté avec les réalistes et qui s'est dit « Ouh là là, on va introduire un peu plus de nuances », c'est-à-dire celui du chantier posthume de la théorie générale des normes. Comment on peut produire un écrit de philo du droit à peu près lisible en introduisant autant de nuances en permanence sur les auteurs? Bon, moi, je ne sais pas régler la question. Et de toute façon, pour tout vous dire, ce n'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas les auteurs. Ce qui m'intéresse, c'est les idées. Ça, c'est... Je pense, très bizarrement, vous allez trouver ça peut-être très étonnant, mais que les auteurs ne font que formaliser des idées qui préexistent à eux. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, sur la question de l'interprétation, il n'y a que 3 postures possibles. La posture qui sera celle qui s'impose en France, du positivisme légaliste, c'est-à-dire un texte juridique a un sens prédéterminé, grosso modo. Et quand il n'y en a pas, c'est-à-dire quand il n'est pas clair, on a construit toute une théorie de la clarté en France. Quand il n'est pas clair, eh bien, on a des méthodes scientifiques. On va chercher à interpréter par rapport à la volonté originelle de l'auteur, etc. Il y a ceux qui ont une position médiane. Il y a ceux qui vont dire « Ah bah si, un texte a un sens, mais c'est pas toujours très clair. » D'accord? Donc c'est la détermination relative de l'impératif de l'interprétation. Il y a ceux qui vont dire « Bon, bah c'est Kelsen. L'interprétation est une activité inhérente à l'application du droit. Pour appliquer, il faut interpréter, mais en même temps, on ne peut pas interpréter n'importe comment. » Donc Kelsen, il va formaliser ça en disant « Il y a un cadre de signification dans lequel il va falloir piocher. Si on dépasse ce cadre, on commet une fausse interprétation. » D'accord? Ça, c'est l'interprétation ou la posture de la détermination relative du droit. Et la dernière posture, vous comprenez bien, la dernière variante qu'on peut utiliser, c'est ceux qui vont dire « Mais en fait, tout ça n'a aucun sens. » C'est l'indétermination absolue du droit. Il y a ceux qui vont dire « C'est une indétermination au sens conventionnel, c'est-à-dire que les mots sont plurivoques, ils ont plusieurs sens. » D'accord? Donc, conventionnellement, on regarde des règles grammaticales, syntaxiques, etc. Les mots n'ont aucun sens en eux-mêmes. Et il y a ceux qui vont aller plus loin. Ceux qui vont dire, au-delà même de la signification conventionnelle, il y a la question de la signification juridique. C'est-à-dire, l'interprétation, c'est elle qui va créer la norme. Pas simplement dire, ces mots-là veulent dire ça ou ça. C'est eux qui vont créer la règle juridique. C'est vrai, par exemple, pour les principes généraux du droit. La philosophie du droit, en systématisant les différentes réponses qu'on peut apporter aux questions. Et moi, je suis un élève de Claude Lévi-Strauss, qui a une très belle formule que j'utilise dans l'avant-propos. Le savant, ce n'est pas celui qui apporte les bonnes réponses, c'est celui qui pose les bonnes questions. Voilà. C'est ça. La question de l'interprétation et du droit, elle peut être formalisée sous une métaphore un peu pédagogique, c'est-à-dire sous la forme d'une échelle. Cette échelle a 3 barreaux, la détermination absolue du droit, la détermination relative et l'indétermination absolue. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre réponse possible. Tous les auteurs, d'une façon ou d'une autre, vont se rattacher à une des réponses. C'est ça qui m'a intéressé. Pas les auteurs en tant que tels, vous comprenez, mais la façon dont ils vont penser ce qu'ils pensent.
Pourquoi Kelsen pense la norme fondamentale? Parce qu'il y est contraint. Pourquoi il y est contraint? Parce qu'il a le projet de produire un discours autosuffisant. C'était un projet qui dit que c'est le droit qui crée le droit. À partir de là, tout se met en place. Chez Kelsen, il n'y a que du droit. D'accord? Donc c'est le droit qui crée le droit. Donc forcément, il y a du droit. Et donc, ce qu'il va appeler une norme fondamentale, qui n'est pas vraiment du droit, mais c'est là où on peut lui faire des critiques. Et d'ailleurs, il a été beaucoup critiqué. Vous savez, Kelsen a été, in fine, notamment par les positivistes, et notamment scandinaves, mais il a été présenté comme le plus grand juste naturaliste du XXe siècle. Parce qu'in fine, il construit tout un système qui ne peut fonctionner que si il y a une clé de voûte. Parce que sinon, c'est une régression infinie. Et il finit par dire, la norme fondamentale, ça ressemble quand même un petit peu à une règle méta-juridique. Alors après, on met des mots un peu savants. Hein. Enfin, c'est une règle morale. Mais on ne peut pas le dire. On peut contester. On peut contester. Moi, je considère que c'est une règle morale. On doit se comporter de telle façon que la conscience soit suivie. Bon, c'est un impératif moral. Après, pour moi, d'accord? Mais cette norme fondamentale, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement la qualification qu'on peut lui donner. C'est de dire, en fait, il est contraint de penser ce qu'il pense. C'est ça qui est intéressant pour comprendre les auteurs. Bon. Et Kelsen, il est important à comprendre parce que, précisément, c'est quand même l'auteur qui s'impose, même pour des juristes qui ne s'intéressent pas à la philosophie du droit. Ils sont conditionnés par des considérations théoriques. J'ai utilisé la formule de Clausewitz, très connu, un théoricien de la guerre. Vous connaissez nécessairement la formule. Il a dit la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. La pratique, c'est la continuation de la théorie par d'autres moyens, de façon purement analogique. Quand on fait de la pratique, en fait, on fait aussi de la théorie. Tous nos discours sont conditionnés par des considérations théoriques. Regardez les principes généraux du droit. La façon dont vous allez en parler est entièrement déterminée par des positionnements d'ordre théorique. Si on reprend mon échelle de l'interprétation, la détermination absolue du droit, là, vous aurez une interprétation, par exemple, de l'arrêt Dame-Lamotte, connu par tous, 1950. Une loi dit, pas de recours. Et puis le Conseil d'État dit, si, pas de chance, recours quand même. Pourquoi? Parce que c'est un principe général du droit qui fait qu'il doit y avoir un recours juridictionnel ouvert contre toute décision administrative. Bon, 3 lectures possibles. Ceux qui considèrent que le droit est entièrement déterminé vont dire c'est une sorte de coup d'État du Conseil d'État, d'accord? Alors un coup d'État qui sera accepté par les juristes. Pourquoi? Parce que là, il y a ce maître mot qui est devenu vraiment très important, qu'il était moins en 50, mais qu'il est aujourd'hui, il y a l'état de droit. Le Conseil d'État a invalidé le législateur, mais c'est d'autant plus facile que le législateur, en l'occurrence, c'était le législateur de Vichy, et il l'a fait au bénéfice de la promotion de l'état de droit, c'est-à-dire la formulation qui, pour moi, est la formulation contemporaine de la démocratie. Pour moi, on vit aujourd'hui une tension entre la démocratie classique, le gouvernement du nombre, et l'état de droit, qui est la formulation contemporaine de la démocratie et qui prend la forme de l'état de droit. Et que cette tension-là, elle nourrit et elle permet de comprendre, grosso modo, les grandes forces contraires qui nous agitent. Bon, détermination du droit. Ceux-là, ils vont dire, ça marche pas, quoi. Il y a une sorte de coup d'état juridictionnel. Les Kelseniens, ils vont dire, cette interprétation, elle n'est possible que tant qu'elle ne rentre pas en transgression avec le cadre de signification qui était emporté par la loi de 43. Or, la loi de 43, qui interdisait le recours, elle disait, les recours interdits, c'était les recours administratifs et judiciaires. Alors là, on peut jouer. Les publicistes, ils peuvent jouer là-dessus en disant judiciaire, judiciaire, c'est pas le juge administratif. Ce sont les juridictions judiciaires. C'est une interprétation possible. D'accord? Et puis il y a les réalistes qui vont dire, voyez bien, l'arrêt Dame-Lamotte, par exemple, c'est une magnifique illustration de ce qu'on vous dit. Le juge peut produire une règle juridique, en l'occurrence une catégorie spécifique qui s'intitule les principes généraux du droit. En ce sens, le juge, c'est la bouche de la loi. C'est la bouche de la loi, mais dans une version renversée de la signification qu'on donne en France à cette formule de Montesquieu. Lorsque nous, juristes, on utilise cette formule, toujours d'ailleurs dans la thématique du gouvernement des juges, toujours, péjoratif. Le juge est la bouche de la loi, on l'entend en disant « le juge est contraint par les énoncés de la loi ».
C'est comme ça qu'on l'entend. Les réalistes, ils renversent la perspective. Ça veut dire que la loi ne peut parler que par le juge. Et donc cette formulation, bouche de la loi, elle illustre en vérité la réalité. Les réalistes, ils ont pour programme de parler de la réalité du droit, c'est-à-dire d'écarter les justifications formelles que le juge met derrière ses arrêts et qui sont comme des paravents à la réalité de sa production. Donc là encore, sur la question de l'interprétation, je ne sais pas combien de temps j'ai encore. C'est toi qui me dis. J'ai le temps. Bon. 10 minutes, ouais. 10 minutes 10 minutes, un quart d'heure maximum. 10 minutes, un quart d'heure. Oui. Ah, mais moi, je veux bien m'arrêter là. Si j'en viens peut-être juste à la... Alors, primauté des questions sur les réponses, primauté des idées sur les auteurs, primauté des controverses. C'est la raison pour laquelle j'ai essayé d'introduire le plus possible de controverses entre les auteurs sur les thématiques que j'évoquais dans mon bouquin. Alors, les controverses scientifiques entre juristes, c'est comme les disputes d'un couple. C'est-à-dire, elles sont fondées sur des choses complètement anecdotiques. Souvent, on ne parle pas de la même chose, mais elles permettent, sinon la résolution des grandes problématiques qui se posent aux juristes, du moins leur meilleure compréhension. Controverse par exemple sur la norme fondamentale chez Kelsen, sur la façon dont on doit la comprendre, ou on peut la comprendre. Primauté donc des questions, insistant sur les controverses, et puis ensuite j'ai essayé de formaliser un portrait général des grandes familles de la philosophie du droit. Alors j'ai appelé ça le jeu des 7 familles, parce qu'effectivement on aboutit à 7 familles, même si je suis très conservateur dans ma façon de voir les choses. Je pense quand même que la distinction entre le droit naturel, le juste naturalisme, on va dire, et le juste positivisme est complètement indépassable. Elle l'est non pas d'un point de vue historique, mais je pense qu'elle n'est que la déclinaison d'opposition plus générique. Droit naturel, droit positif, c'est la déclinaison de la nature et de la volonté, de l'immanence et de la transcendance, du construit et du donné. Ça veut dire que pour moi, c'est dans le champ juridique simplement la déclinaison d'oppositions binaires qui sont de fait, à mon sens, complètement indépassables. On peut essayer d'avoir une position beaucoup plus nuancée qui emprunte des éléments du juste naturalisme, et en vérité, tous les juristes font ça. Mais peu importe. On peut avoir une position nuancée, mais il n'en demeure pas moins que ce cadre réflexif, cette opposition fondamentale, à mon sens, elle peut pas être dépassée. Ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est, vous l'avez compris, pas les auteurs. Donc ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de déterminer ce que j'ai appelé les gestes de pensée. Qu'est-ce qui fait qu'on pense qu'on pense? Là, ce qui m'a permis de construire mes familles à travers justement de ce que j'ai appelé le geste de pensée. Le geste de pensée fondamental des justes naturalistes, c'est quoi? C'est de dire, en vérité, la loi positive est insuffisante. Elle ne peut pas, en elle-même et elle seule, assurer la justice. Bon. Donc ça veut dire que dans tout système juridique, même le nôtre, il y a toujours des gens pour considérer que le droit qui émane de la volonté humaine n'est pas suffisant. D'accord? Et qu'il doit être tempéré par d'autres choses. Après, on appelle ça comme on veut. Mais un autre droit. Et donc, ce qu'on a appelé ici le droit naturel. De la même façon, le positivisme, pour moi, il procède du geste qui a été inauguré par Machiavel. Alors c'est curieux, mes étudiants ne comprennent jamais pourquoi je leur dis ça, mais je continue à le penser. Évidemment, ces travaux de reconstruction de qui a fait ça le premier, ils sont complètement vains, ils n'ont absolument aucun sens, d'accord? Mais dire Machiavel est le fondateur du positivisme, pour moi, ça a un sens parce que dans Le Prince, Machiavel, pour la première fois, va ouvrir la possibilité dans son champ, qui n'est pas le droit, qui est la politique. Il va ouvrir la possibilité de l'édification d'une science politique. Pourquoi? Parce qu'il va dire, grosso modo, dans Le Prince, on doit prendre les hommes tels qu'ils sont et non pas tels qu'ils devraient être. Si on ne fait pas ça, on fait la cité de Platon, la cité des philosophes, c'est les philosophes qui gouvernent. Bref, on produit un discours sur la politique qui est complètement utopique, déconnecté des réalités. Ce geste-là, on doit prendre les hommes tels qu'ils sont et non pas tels qu'ils devraient être, qu'est-ce que c'est pour nous dans notre champ?
Ben, c'est le discours des positivistes. On doit prendre le droit tel qu'il est, et non pas tel qu'il devrait être, pour produire une science juridique. Donc ce geste-là, dans le champ de la politique, geste produit par Machiavel, le premier, il m'est apparu plus convenable de conformer à la vérité effective des choses qu'aux imaginations qu'on s'en est fait. Aux vérités effectives des choses. On prend les choses telles qu'elles sont. Ce geste-là, donc machiavélien, peut-être que ça dit beaucoup sur notre domaine, machiavélique, peut-être, le droit, mais en tout cas, ce geste de pensée positiviste, il va construire, en fait, la grande famille des positivistes, extrêmement diverses, mais qui, toujours, procède sur le fondement de ce geste inaugural. On doit prendre le droit tel qu'il est. Après, évidemment, savoir où il est, comment il se présente, là, vous avez une myriade de réponses possibles, mais peu importe. Le geste initial, le geste fondamental, c'est celui-là. Et donc après, il a fallu composer, c'est l'aspect à la fois le plus intéressant et le plus inconfortable, composer des corpus d'idées qui vont structurer un petit peu des familles de pensée, effectivement. Par exemple, sur les réalistes, je considère à tort en raison qu'il y a trois éléments, puis je terminerai par là. Ils ont une démarche qui est pragmatique sur le droit. Quand on regarde tous les réalistes, c'est des gens qui vous disent « mais la théorie du droit, la philosophie du droit, ça sert qu'à une chose, c'est à mieux comprendre le droit pour éviter que les gens se retrouvent en prison. » Bon, c'est pragmatique. Donc on retourne aux choses essentielles et on a une démarche qui est ordonnée à une finalité pratique. Ensuite, ils ont effectivement une focalisation sur la question de la production du sens en droit, c'est-à-dire la question de l'interprétation. Et enfin, ils ont ce qu'on peut appeler de façon un peu savante une ontologie juridique, c'est-à-dire une posture très, très sceptique sur justement les justifications formelles qui sont produites par les juges, notamment pour justifier leur raisonnement, etc. Ouh là là. Et donc, juste pour finir, donc les réalistes, en fait, c'est la philosophie du soupçon en droit. Voilà. C'était une façon de synthétiser, je vous l'ai dit tout à l'heure, le grand objectif de ce manuel, c'est pour ça que j'en ai souffert et que j'arrive plus à l'ouvrir, tellement j'ai souffert pour l'écrire, c'était de désacraliser cette matière, d'essayer de montrer que, en fait, on fait tous de la théorie, mais que peut-être c'est mieux de le faire un peu avec conscience et d'avoir en tête des grands questionnements, et puis en tête aussi les grandes familles de pensée qui nous aident dans notre pratique juridique. Ça, je suis absolument convaincu. La pratique, c'est de la continuation de la théorie, mais évidemment sous une autre forme. Mais il n'y a pas de contradiction entre les deux, et moi je suis très... c'est un acte de résistance de faire ça. C'est un acte de résistance. Et contre deux tendances aujourd'hui qui sont délétères et qui sont consubstantielles l'une par rapport à l'autre, c'est-à-dire la spécialisation, l'hyper-spécialisation, que dire, l'hyper-spécialisation, de plus en plus, qui est vraiment un trait dominant et, à mon sens, extrêmement problématique. Et puis aussi une réduction du droit à un apprentissage, disons, sans recul et sans réflexion du droit positif. Et ces deux tendances-là, évidemment, la technicisation du droit, la spécialisation du droit, elles s'alimentent l'une par rapport à l'autre et produire un écrit de philosophie du droit, c'est un peu un acte de résistance pour dire, bon, des crétins surdiplômés, il y en a plein. Il faudrait aussi que la fac essaye de produire des diplômés qui ont un esprit et peut-être aussi un esprit critique. C'est-à-dire pas seulement une critique de l'esprit comme on le voit aujourd'hui, mais vraiment un esprit critique qui est capable de réfléchir par lui-même en ayant, au bénéfice de sa réflexion, de grands éléments qui soient tangibles. Et ces grands éléments-là, évidemment, ils ne peuvent pas venir seulement de l'apprentissage d'un flot de jurisprudence ininterrompu et, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'autant plus inutile que très souvent, une fois que les étudiants sont sortis de la fac, le droit positif n'est plus le même, donc ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est l'arrière-fond, c'est l'arrière-cuisine. Voilà. Et la philosophie du droit, ça fait partie de l'arrière-cuisine. Merci beaucoup.
Merci.